Bonsoir. D'avance navré pour le frétillement de la lumière sur moi, il fait nuit et mon éclairage vient de l'écran de mon ordinateur. C'est une question de fréquence d'image, bon. Ce qui compte dans cette vidéo, c'est le propos, à vrai dire. J'avais envie de faire une vidéo avec un ton légèrement plus sérieux pour aborder l'histoire des aiglons. Donc d'où ils viennent, etc. Quel est leur parcours. Pas de tous, évidemment, je vais simplement vous partager certaines de leurs histoires dans le simple but de vous montrer ce que l'être humain est capable de surpasser déjà, de vous montrer pour certains d'entre vous que vous n'êtes pas seul dans vos problématiques. En rapport avec le point, je rappelle, Opération Aigle Royal, c'est une série de vidéos dans laquelle nous perdons du poids, nous mincissons avec le moins de frustration possible. Je fais en sorte d'expliquer aux personnes qui suivent ces vidéos comment ne pas se gâcher la vie, comment aborder une perte de poids de manière saine, comment développer ou retrouver une relation saine avec son alimentation et avec les aliments. Et pour ça, j'essaie de présenter la minceur et l'amincissement d'une manière qui se veut déculpabilisée et déculpabilisante. Je parle beaucoup de respect de sa psyché, donc je parle beaucoup de volume alimentaire, comment faire en sorte de s'alimenter d'une manière qui satisfait avant tout notre esprit, pour qu'on n'ait pas à affronter tout d'abord de la frustration et plus loin pourquoi pas des troubles du comportement alimentaire. Voilà, pour éviter tout ça, c'est simplement retrouver un rapport sain avec notre alimentation. Donc je vais d'abord vous présenter quelques parcours de quelques aiglons et je vous ferai part également d'anecdotes de mon passé d'hypnothérapeute, puisque lorsque j'avais un cabinet en hypnothérapie, j'ai eu affaire à beaucoup de demandes de gestion du poids, puisque l'hypnose fonctionne très très bien pour ça. En fait, l'hypnose fonctionne très bien pour tout ce qui est comportemental, mais je vais vous montrer aussi que en fait c'est pas forcément la technique de l'hypnose qui m'a beaucoup aidé à aider ces personnes-là. Ça a été davantage d'aider les personnes à se donner de l'amour, à retrouver une image d'elles-mêmes plus réaliste, moins culpabilisante, et donc parfois même sans utiliser la technique de l'hypnothérapie en elle-même. C'est plus souvent, et ça a été souvent le cas d'ailleurs dans mon cabinet, c'est plus souvent les simples discussions en abordant notamment les valeurs des personnes et en connectant ces valeurs à leur objectif de mincir, qui a eu un réel impact positif sur le rapport à l'alimentation chez ces personnes-là que j'ai rencontrées. Donc je vais commencer par vous parler de Malo, qui m'a explicitement présenté son espoir de ne pas avoir à passer sous les projecteurs, mais je pense qu'en fait ça pourrait lui faire énormément de bien. Et puis Malo est anonyme, c'est qu'un pseudo et on ne voit pas son visage. Donc elle a vécu une anorexie, elle est passée par une phase de 49 kg pour 1m78, elle était obnubilée par son corps, son poids. Plusieurs fois par jour elle pensait à son poids, elle avait peur du moindre gramme pris, et elle en est venue à se sentir grosse alors qu'elle n'était, je la cite, qu'une fine couche de chair sur un tas d'os bien apparent. Et lorsque ça s'est produit, ce qui est intéressant de voir, c'est comment la société et son entourage, en fin de compte, son environnement proche, a eu comme réaction. Ça a été en fait une non-réaction. Les médecins, sa famille, ses proches ne s'inquiétaient pas plus que ça, et certains lui suggéraient même de se lancer dans le mannequinat. Ce qui soulève plusieurs problématiques, notamment celle de l'environnement proche. En fait, on voit à quel point les autres êtres humains peuvent avoir un impact sur nous, mais à quel point ces êtres humains sont eux-mêmes impactés par leur environnement, par les réseaux sociaux, etc. L'image d'une personne anorexique qui est en sous-nutrition, qui est en souffrance psychologique, pour que ça puisse en devenir la norme du mannequinat dans l'inconscient collectif en tout cas d'un grand groupe de personnes, que ces personnes puissent avoir un impact sur une être humaine qui se retrouve au milieu, ça met en perspective beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement rassurantes. Elle m'explique que revoir les photos de cette époque l'horrifie, le terme est assez violent quand même, et dans son discours en fait j'entends énormément de culpabilisation envers elle-même. Aujourd'hui on est 5 ans plus tard après ces événements, après cette anorexie, et elle dit qu'elle n'aime plus son corps. Et ça c'est un point sur lequel je voudrais insister. Le terme d'aimer, et chaque mot d'ailleurs a un impact sur nous, est très puissant, résonne dans notre inconscient et est ramifié entre plein d'autres concepts. Et lorsque on se dit qu'on n'aime plus son corps, c'est extrêmement plus violent que nécessaire, dans le sens où l'état actuel d'un corps n'en change pas sa valeur. Et ne plus l'aimer pour un état par lequel il passe, qui est temporaire et qui est justifié, parce qu'on ne se retrouve jamais dans une situation par hasard, là c'est d'une violence extrême. Et j'utilise volontairement ces mots pour replacer en fait le contexte. En fait, je trouve important de redonner de la gravité aux termes qu'on utilise, notamment pour parler de soi-même. Dans une situation comme celle-là, on pourrait facilement utiliser les termes « désirer avoir un corps plus athlétique » pour définir l'exacte même situation. Mais l'impact sur l'inconscient de la personne qui va utiliser les termes « je n'aime plus mon corps » ne va pas être du tout le même. Malo, elle a beaucoup hésité avant de participer à l'opération Aigle Royal, et en se décidant à le faire, elle a pris des photos, et les photos ont été un choc très violent pour elle.
Ce genre de choc arrive en fait quand, je pense, c'est ma théorie, quand on se retrouve dans une situation de déni de la situation actuelle. C'est ce qui se passe quand on se retrouve endetté, qu'on est dans une telle situation financière qu'on n'ouvre plus les factures par exemple. Et on est dans le déni et on laisse les choses s'entasser. Quand on prend une photo de notre corps, qu'on la découvre et qu'on est choqué, ça témoigne du fait qu'on a ignoré volontairement notre état physique pendant un certain temps. Voilà à peu près ce que je peux vous confier de son récit, qui est en vérité plus complet que ça. Et la chose que je vois revenir beaucoup dans son récit, en fait, c'est la culpabilité d'avoir ce corps-là, mais j'ai pas l'impression en lisant ces mots que cette culpabilité vient d'elle-même. J'ai l'impression que le jugement qu'elle porte sur son propre corps, en fait, vient de son environnement, proche ou lointain, c'est-à-dire ça peut être les réseaux sociaux ou vraiment l'environnement proche des gens qui l'entourent, et qu'elle a intégré cette petite voix qu'il y a dans la tête comme étant la sienne, mais en fait ça ne vient pas d'elle. Et ça me rappelle énormément des cas que j'avais rencontrés en séance d'hypnothérapie, dans lesquels en fait il y avait beaucoup de culpabilité qui avait été intériorisée. Et ce que j'aimais bien faire à ce moment-là, c'était en fait une dissociation simplement, c'est-à-dire de faire se projeter la personne à l'extérieur de son corps, et ça pouvait être soit de se regarder elle-même avec le regard de quelqu'un d'autre, donc le regard par exemple d'une meilleure amie, d'une mère aimante, de Jésus, de ce que tu veux en fait, de se dissocier et s'imaginer dans plein de situations différentes. Et ça permet déjà de prendre du recul par rapport à une situation, donc de la dédramatiser. Ça permet également de couper l'émotionnel qui est relié à ça, puisque lorsque une émotion est vécue très fortement, c'est qu'elle est vécue de manière associée, on appelle ça dans le jargon, c'est-à-dire qu'elle est vécue de l'intérieur, on la ressent, c'est très fort. Lorsqu'on coupe cette association, qu'on se dissocie, qu'on la voit de plus loin, le rapport émotionnel est coupé, ce qui permet d'avoir un jugement beaucoup plus objectif. Et donc les conditions de cette dissociation sont réunies en fait pour qu'un nouveau regard apparaisse et que la perspective sur la situation actuelle puisse changer. Alors évidemment ça constitue pas l'entièreté d'un travail thérapeutique sur la gestion du poids, encore que ça dépend, mais c'était toujours une fondation très intéressante de se dissocier, de redonner à la personne le pouvoir d'apporter un jugement positif et surtout objectif. Donc pour ceux que ça intéresse, cet exercice il est très simple, il ne nécessite pas d'avoir de connaissances forcément en auto-hypnose ou quoi que ce soit, il consiste simplement à fermer les yeux, s'imaginer en train de sortir de son corps et de rentrer par exemple dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est du mental, c'est de la visualisation, tout le monde peut le faire, certains ont des facilités pour le faire, d'autres c'est plus difficile, mais on en est tous capables. Sortir quelques instants de son corps pour apposer un regard sur nous-mêmes, dénué du jugement, avec de la bienveillance, avec pourquoi pas de l'amour, c'est souvent très très impactant et ça peut avoir beaucoup de conséquences très positives. Voilà, pour terminer sur Malo, j'ai eu des nouvelles d'elle depuis le début de l'opération Aigle Royal. Elle a déjà perdu 1 kg, elle s'est vue passer dans le vlog et c'était une très grande frayeur pour elle, mais en fait elle a dit que c'était pas si méchant que ça et qu'elle en est très contente. J'aimerais maintenant vous partager l'histoire de Marie, là encore pour vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul si vous êtes en train de traverser ce genre de choses. Marie, elle qualifie le rapport qu'elle avait avec l'alimentation pendant très longtemps de pas sain. Elle dit que le passage au végétal l'a beaucoup aidée, elle m'a pas dit pourquoi. Elle a vécu pendant 10 années des variations de poids permanentes entre la boulimie et l'anorexie. Elle parle de phases de fierté et de phases de dégoût, des phases où elle faisait des semaines à plus de 20 heures de sport, et elle fait d'elle-même un lien entre son rapport à l'alimentation et le stress. Elle dit que l'opération Aigle Royal l'aide énormément à retrouver la motivation, à retrouver le plaisir d'aller en salle, qu'elle a revu les quantités de ce qu'elle mange, que ça lui fait du bien, mais elle me dit qu'elle aimerait perdre les derniers kilos de gras qui lui permettront de penser à autre chose qu'à son corps en permanence. Et elle ajoute sans tomber dans l'excès évidemment. J'aime bien, ça fait un peu oxymore parce que elle veut sortir d'une phase où elle pense à son corps en permanence mais sans tomber dans l'excès. Mais j'ai l'impression qu'elle est déjà dans cet excès en fin de compte. Donc dans des cas comme ça, dans mon cabinet, ce que je faisais, c'est que soit on voyait qu'il y avait trop de stress pour rien, auquel cas on travaillait sur l'origine du stress, le pourquoi en fin de compte il y avait ce stress. Ça c'était le cas le moins fréquent. Soit on travaillait directement sur le comportemental, c'est-à-dire la réponse au stress. Actuellement c'est l'accès à la nourriture et on faisait en sorte de demander à l'inconscient de la personne de développer un nouveau comportement pour répondre à ce besoin en fin de compte, mais un comportement qui soit plus sain pour la personne, plus écologique on appelait ça, mais c'est pas dans le sens de l'écologie auquel on l'entend habituellement, c'est dans le sens bon pour soi et bon pour les autres. C'est-à-dire que tous nos comportements sont régis par une bonne raison, et cette bonne raison, on l'appelle bonne raison, même si elle n'est pas forcément bonne. Par exemple, le stress, c'est la bonne raison de ces comportements alimentaires. Après, ça n'a rien de bon, le stress, mais c'est la justification en fin de compte. Et ce stress
stress ou cet élément déclencheur, tout le monde ne va pas le gérer de la même manière. Certains vont avoir ce réflexe d'aller vers la nourriture, alors que d'autres non, ce qui prouve déjà qu'il y a différentes manières de le gérer. Et ce que je faisais moi le plus souvent au cabinet, c'était simplement de demander justement à l'inconscient de la personne d'imaginer, de créer un nouveau comportement, mais qui soit adapté à cette personne, à ses objectifs, à ses valeurs, qu'on aura pris le temps de définir auparavant, pour répondre à ce stress. De cette manière, on reconnaît l'importance du stress qui est là, qui est présent, et on évite le déni, on évite le fait de le refouler, de tasser ça dans un coin et que ça rejaillisse plus tard. On reconnaît l'existence et l'importance de la problématique, mais on demande à l'inconscient de la personne d'imaginer un nouveau comportement qui viendrait répondre au moins aussi bien que le précédent comportement qui était de piller le frigo par exemple, mais sans les côtés négatifs. Et donc là je sais que c'est pas clair, c'est pas clair, c'est normal. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans cette manière de procéder, c'est que c'est pas moi, le thérapeute, qui allait décider de comment faire. C'est pas voici 5 trucs et astuces pour pas piller le frigo. Parce que là malheureusement, souvent ça ne fonctionne pas, parce que ça répond pas à cette problématique du stress. Donc on demande directement à l'inconscient de la personne de générer un nouveau comportement, et ce comportement ça peut être énormément de choses, et bien souvent quand la personne part du cabinet, elle n'en a pas forcément conscience elle-même. Mais ça s'installe au fil des semaines qui vont suivre, et elle va se rendre compte qu'elle pille plus le frigo, mais elle n'a pas forcément détecter le nouveau comportement qui est pourtant bel et bien là et qui répond à la problématique du stress. Et parfois ça peut être quelque chose de tout simple, ça peut être le fait de prendre de plus grandes inspirations, de mettre en place un temps pour méditer, de dormir un peu plus longtemps. Il y a des comportements comme ça qui peuvent se mettre en place et qui ne sont même pas forcément conscientisés. C'est ça que j'aimais bien quand je pratiquais l'hypnose, c'est qu'on travaille directement avec l'inconscient de la personne, et parfois il est bon pour le conscient d'être surpris de la puissance de son inconscient, d'être surpris de la manière dont un changement peut s'opérer, et d'être surpris à quelle vitesse ça peut s'opérer parfois. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça c'est pas forcément facile à mettre en place par vous-même. Si vous connaissez pas l'auto-hypnose, ou que même ça c'est un peu chinois ce que je vous dis là, c'est simplement pour qu'au moins vous ayez une compréhension de comment ça fonctionne. Il y a un problème, notre inconscient a généré un comportement pour répondre à ce problème, parfois à un moment où ça avait du sens pour lui, puis des années après on a encore ce comportement là. Parfois ça vient même d'il y a 20 ans, de notre enfance, quand on est enfant on n'a pas beaucoup de défense, on sait pas bien comment gérer certaines situations, on s'est fait gronder par papa et c'était extrêmement stressant, on a peur, on était stressé, on était pas bien, et on s'est réfugié et on a mangé un gâteau, et c'était quelque chose d'extrêmement rassurant pour notre petit cœur d'enfant. Et à ce moment là un apprentissage s'est fait, et 20 ans après, on ne sait pas trop pourquoi, on se rappelle plus de cette histoire, mais il y a un lien très fort qui s'est créé entre le fait de gérer une situation stressante et l'alimentation. Et ce qu'il y a, c'est que bien souvent notre inconscient, notre cerveau, notre esprit, voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, tout ça c'est des concepts abstraits, on n'a pas palpable. Je ne saurais pas placer l'inconscient dans le cerveau, hein. C'est presque une métaphore en fait pour que vous compreniez. Et cet inconscient, on n'apprend pas à s'en servir. À l'école, malheureusement, on apprend plein de choses, mais pas ça, il n'y a pas de cours de cerveau. Mais ça s'apprend, et ça s'apprend très bien, et on peut avoir des super résultats en acceptant cette idée que tout n'est pas fixe, que notre esprit est malléable, et qu'on peut faire quelque chose, même pour s'aider, même tout seul. Que lorsqu'un comportement n'a plus de sens aujourd'hui, comme le fait de fumer parce que on a commencé il y a 15 ans pour faire comme les copains, parce qu'on avait un très grand besoin de sentiment de collectivité, parce que sinon on faisait face à la solitude et c'était ingérable. Et 15 ans après, ça n'a plus de sens pour nous, on a continué à fumer, on n'a même plus envie, on trouve ça bête, on trouve ça cher, on trouve que ça sent mauvais, mais on continue quand même. Et tous ces comportements-là qui n'ont plus de sens, il est possible de les changer. En être conscient est vraiment la fondation, l'étape 1. Après, ça peut demander un travail en auto-hypnose, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute. Moi, je vous conseille simplement de quelques bonnes lectures d'auto-hypnose, telles que par exemple Un cerveau pour changer. Un cerveau pour changer de Richard Bandler, c'est un des meilleurs je trouve. C'est un livre assez court, j'allais dire qu'il se lit vite, mais non, parce que vous lisez un petit bout, vous pratiquez. Ensuite, vous reprenez le livre, vous pratiquez, etc. Qui est très instructif, qui peut apporter beaucoup. Moi, je vous conseille ça parce que apprendre à se servir de son cerveau, en fait, ça devrait être la base, quoi, je veux dire. Voilà, je vais vous donner quelques nouvelles aussi d'autres aigons, sans partager forcément leur vécu, mais on a Gwen qui a perdu plus de 2,5 kg, là, on a Anaïs qui a perdu 5 kg en une vingtaine de jours. Julien qui en 2 semaines seulement, là j'ai pas de nouvelles de lui depuis 10 jours, mais les 2 premières semaines il avait perdu 2,8 kg, donc c'est énorme. Les gens se bougent énormément. C'est grâce, je pense, en grande partie à la collectivité, au fait de vraiment se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Ça va faire 25 minutes que je parle sans faire une vanne, là. Il faut que je lâche un gradure là. On fait les pompes d'attraction. Il est 1h du matin, j'ai envie de gueuler. La Kishnifou qui a perdu
perdu au tout début dans les 2 kilos, puis qui s'est tout de suite dit je vais pas refaire les mêmes erreurs du passé parce qu'il a déjà vécu ça. Et il a dit je vais faire ça intuitif, pas s'affamer pour maigrir, il veut s'écouter, apprendre à s'écouter. Ça c'est très très important, ça peut prendre beaucoup de temps, hein, mais plus tôt on commence, mieux c'est. Depuis qu'il fait ça plus en intuitif, qu'il s'écoute, qui mange, parfois assez sale en fait, mais qui essaie de trouver l'équilibre en fait, c'est ça qui est important. Le tout ou rien, et j'en suis assez victime moi-même, c'est souvent mauvais sur le long terme. Ça tient un temps, puis il y a des gros craquages, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit quand il craque, il fait pas semblant, donc il veut vraiment apprendre la balance, l'équilibre. Et depuis qu'il fait comme ça, il a perdu 500 grammes. Les 2 kilos de perdus, c'était un petit peu avant l'opération Aigle Royale. C'était avec son déménagement, il a changé de pays et tout ça. Et avec l'opération Aigle Royale, il a eu envie vraiment de tester le fait d'apprendre à s'écouter. Donc c'est vraiment cool. Voilà, dans l'ensemble de beaux progrès, je vous ai pas parlé de tout le monde. Si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo du même genre. Mais avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur un point que j'ai abordé au début de la vidéo. Je dis avant de vous quitter, mais ça va peut-être durer encore 15 minutes. J'ai parlé des valeurs et du fait que je discutais toujours des valeurs de la personne que je voyais en séance avant de s'attaquer à l'objectif. Pourquoi je fais ça en fait? Je vais vous parler d'une anecdote bien précise avec une personne, c'était une maman qui avait eu des enfants, je sais plus, un enfant ou des enfants à un âge assez avancé, genre peut-être 40 ans, voilà. Ce qui fait qu'elle avait une quarantaine d'années d'écart avec un ou plusieurs de ses enfants, je sais plus. Elle était en situation de surpoids, après, enfin le mot peut-être pas bien choisi, en tout cas c'était le mot qu'elle utilisait, elle, c'était le surpoids. Et en fait, elle est venue avec l'idée de perdre du poids. Elle me parlait énormément, je veux perdre le poids, griller le poids, éradiquer le gras, machin, elle me parlait de perte, tout ça. Une des premières choses qu'on fait en hypnothérapie, et peut-être dans d'autres courants de thérapie, je sais pas, mais c'est qu'on transforme l'objectif de manière positive. Un dépressif qui vient nous voir, il nous dit toujours je veux plus être dépressif. On sait pas trop où ça mène en fait. Ne plus vouloir quelque chose, c'est comme avoir la carte d'un endroit où on ne veut pas aller. Ça sert à rien. Ce qu'il nous faut, c'est définir précisément l'objectif vers lequel on va. Donc, au lieu de venir avec un concept abstrait tel que je veux enlever du gras, on parlait de pourquoi elle voulait perdre ce poids, qu'est-ce que ça allait lui permettre de faire. Et donc, par exemple, l'objectif perdre du poids, ça peut devenir réaliser un marathon. Là, l'objectif est tourné positivement et l'impact sur l'inconscient de la personne lorsque elle se répète quotidiennement je veux faire un marathon plus que je veux perdre du poids n'est pas du tout le même. Ne serait-ce que par le simple fait que les mots, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont un impact très important sur notre psyché. Et lorsqu'un mot fait partie de notre quotidien, qui résonne en nous, et que ce mot c'est poids, ou gras, et ben l'inconscient il s'est dit ah je sais faire cette phrase, dépressif, déprime, ou je suis mal, ou je suis triste, ça résonne. Donc il est important de se nourrir, de nourrir son esprit de mots positifs. Et donc à cette personne, en fait, je lui ai demandé pourquoi elle voulait perdre du poids. Cette simple question, pourquoi? Et je lui ai dit pourquoi c'est important pour vous de perdre ce poids-là. Et au début, ce sont des réponses très, très futiles qui viennent. Bah parce que... Et ok, pourquoi? Moi j'ai tout mon temps avec vous, donc on va prendre le temps, vous allez me dire pourquoi c'est important. Pourquoi perdre ce poids-là maintenant? C'est important pour vous? Ça sert à quoi? Dans quel but? Au fur et à mesure, les réponses se développent. C'est genre, parce que je vais être en meilleure santé. Ok, pourquoi vous voulez être en meilleure santé? Il y en a plein qui s'en fichent. Il y en a par exemple qui fument, qui sont heureux de fumer, qui savent que c'est mauvais pour eux, et ils continuent à le faire. Je consomme énormément de Monster Energy, je pense que c'est mauvais pour moi, mais je continue à le faire. On peut être conscient de la chose et l'accepter. Elle me dit qu'elle voulait être en meilleure santé. Pourquoi? Et c'est là qu'on est venu donc au lien avec son enfant. Et c'est là que rapidement la personne s'est mise à pleurer en fait. Et c'est là qu'on sait qu'on touche quelque chose, hein, généralement. Elle m'a dit, les médecins ont dit que ça pouvait être inquiétant pour sa santé, ça pouvait être inquiétant pour sa durée de vie. Et elle m'a dit, je veux être là pour ma fille. Et c'est là que ça me fait tilt. C'était une fille, ça me revient, je pense qu'elle avait une fille. Ouais. Et elle voulait être là pour sa fille parce qu'elle se sentait un peu âgée par rapport à son enfant. Et elle voulait pas décéder alors que sa fille n'a que peut-être 10 ou même 20 ans, quoi. Elle voulait voir grandir sa fille et même ses petits-enfants. Et avec cette personne, en fait, j'ai rien eu à faire d'autre pour l'aider. C'est-à-dire qu'elle a fait le lien qu'elle n'avait pas fait parce que toujours ce mécanisme de déni. On ne va pas dans les problématiques, on ne cherche pas, on ne peut pas savoir, on ne réfléchit pas. Et donc elle a eu besoin en fait d'aller voir un professionnel pour avoir cette discussion qu'au final elle aurait pu avoir avec elle-même. Mon travail, moi, ça a été simplement de lui mettre en évidence ce lien entre le fait de manger un peu moins de saloperies et le fait de voir grandir sa fille et ses petits-enfants. Et c'est pour ça que je vous parlais des valeurs en fait, parce que l'une de ces valeurs fondamentales, c'était la famille. Quand je dis que c'était vraiment une de ses valeurs, c'est que vraiment quand elle me parlait de sa fille, c'était merveilleux, quoi. Les étoiles dans ses yeux et tout, c'était vraiment magique, ça se voit tout de suite. C'est comme quand moi je vous parle de liberté, c'est quelque chose qui m'anime au plus profond de moi, c'est capital à ma vie. C'est ce qu'on appelle une valeur.
une valeur, c'est quelque chose qui est très difficile de changer, qui change parfois tout seul au fil de notre vie. C'est difficile lorsque deux personnes qui ont des valeurs différentes se heurtent, ne pourront pas s'entendre, n'arriveront pas à faire changer l'autre. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et la famille, c'était vraiment une valeur importante pour elle. Et notre travail s'est arrêté là avec elle. Et donc je me suis dit, on va s'arrêter là et vous me rappelez, vous me direz où vous en êtes et tout. Moi je voulais continuer parce que moi j'avais l'habitude, je sortais de formation, j'avais l'habitude de faire des protocoles d'hypnose, etc. Je m'étais dit, on n'a pas fait d'hypnose, donc c'est pas bon. Et en fait, elle m'a rappelé plus tard, genre je sais pas, 3 semaines, un mois plus tard, et elle m'a dit j'ai déjà perdu quelques kilos, je me sens bien, j'ai un meilleur contrôle sur mon alimentation et tout, donc pour l'instant c'est bon, j'ai pas besoin qu'on se revoie, et je vous rappelle si besoin, et elle m'a jamais rappelé. Et dans ce coup de fil, elle m'a pas dit ouais c'est le fait d'avoir fait le lien avec ma fille, j'ai tout de suite compris que je sais même pas si elle l'a conscientisé ça. Quand je travaillais avec des gens, j'évitais généralement de décortiquer ce que je faisais pour pas que les gens psychotent. Après ils en parlent avec leurs amis, puis après les amis ils décortiquent aussi, puis ils cassent tout le travail. Donc c'est bien d'avoir une espèce de petite amnésie sur ce qu'on a fait dans le travail, ce qui fait que je sais pas si elle a vraiment fait le lien en fait, si elle a vraiment compris pourquoi son comportement alimentaire a changé, mais en tout cas moi je pense l'avoir compris. C'est simplement d'avoir connecté le moteur en fait. Les valeurs, c'est un moteur émotionnel extrêmement fort, et si vous connectez votre objectif au pourquoi c'est important, et à quel point c'est important, et à quelle valeur en fait ça se relie, et bien ça devient beaucoup plus facile en fin de compte d'agir. C'est le principe du ratio effort par rapport au résultat. L'effort il est peut-être de ça, quand c'était juste pour perdre des kilos, le résultat c'est ça. Par contre, quand l'effort il est ça, et que le résultat c'est de voir grandir sa fille, et bien ça devient facile en fin de compte. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense qu'elle est déjà très longue. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres de ce genre là. C'est un choix pour moi de l'avoir tourné en pleine nuit, je voulais une vibe différente, je voulais aborder le sujet de manière sérieuse, même si je suis tout à fait capable de traiter un sujet comme ça avec mon personnage habituel, mais j'avais envie de changer un petit peu. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez ça intéressant ou non, et si vous désirez en voir d'autres, puisque j'ai pratiqué ce travail pendant 2 années dans lesquelles mon cabinet a été très très loin d'être plein, donc j'ai pas des centaines d'histoires à raconter, mais j'en ai certaines de ce genre là qui peuvent, je pense, peut-être aider, et ça me fait très plaisir de partager ça, parce que ça a été une partie de ma vie importante qui m'a beaucoup aidé moi-même aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine dans l'épisode suivant de l'opération Aigle Royal, dans lequel on va se fendre la poire. Alors ça c'est garanti. Allez, bisous frangines et frangins, ciao.